Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Et j'accueille mes camarades du soir. Bonsoir Louis Osalter. Bonsoir Pierre. Journaliste politique au Figaro. Bonsoir Mathieu Bock-Côté. Bonsoir. Essayiste, éditorialiste au Figaro, sur CNews, dans plein de publications également au Québec. On peut vous lire partout. Vous êtes worldwide, comme on dit en bon français, mon cher Mathieu. Français de part et d'autre de l'Atlantique, disait le général de Gaulle. Bon, très bien. Toujours gaulliste de cœur. Bonsoir Henri Guénaud. Bonsoir. Merci d'être avec nous, ancien député, ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous êtes dans la tristesse, dans la joie ou dans l'indifférence ce soir ? Bon, plutôt dans l'angoisse pour ce qui concerne l'avenir de nos institutions. C'est peut-être le principal. Voilà. C'est peut-être le principal, mais pas dans l'angoisse pour ce qui concerne, à court terme en tout cas, les finances publiques, l'économie. Non. Non, je suis très très agacé, je dois dire, parce que j'entends de part et d'autre. Citiez tout à l'heure une formule de Michel Barnier. La censure n'effacera pas la dette. Oui. Mais le budget qui était présenté par le gouvernement n'effacerait pas la dette non plus. Voilà, alors, elle la contient peut-être. Mais elle la contient pas du tout. C'est une plaisanterie, c'est un marqueur, c'est tout ce que vous voudrez. Mais non seulement elle ne risque pas d'effacer la dette, ni même de la contenir, mais cette loi de finances menaçait d'aggraver les choses. Mais ce travail de rechercher des économies, comme le dit Michel Barnier, il y en a pas. Il y a des catégories de gens. Il y a ceux qui disent il faut des impôts. C'est sûr que matraquer les entreprises et les ménages avec des nouveaux prélèvements ou des soi-disant économies qui en réalité sont des prélèvements. Quand vous désindexez les retraites, oui. En fait, vous prélevez c'est comme si vous faisiez une taxe sur les retraités. Quand vous déremboursez les médicaments, c'est pas une économie, vous faites une taxe sur les malades, qui va se reporter sur eux à travers les cotisations de mutuelles. Voilà. Donc, en fait, il y avait pratiquement que dans ce budget, il y a pratiquement que des prélèvements. Impôts déguisés. Mais c'est quoi la solution alors, Henri Guénaud, si vous en avez une ? Et si vous matraquez une économie qui ne se porte pas bien, parce que le déficit cette année, il est venu essentiellement de la baisse, de la chute des recettes fiscales. Pourquoi ? Parce que l'activité s'est ralentie. Là, on n'est pas loin de la récession. Donc, si dans une économie au bord de la récession, vous augmentez les impôts sous prétexte que les recettes fiscales diminuent, vous rendez pas service à l'activité économique, vous la plombez. Vous la plombez. Donc, vous savez, quand vous augmentez de 100 les impôts, vous réduisez pas forcément le déficit de 100 selon les circonstances. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait, Henri Guénaud ? Le diagnostic, vous le connaissez. Oui, enfin, j'entends pas. Vous entendez des contre-vérités. J'entends. Oui, c'est-à-dire je pense que ce budget, ça a été rétabli. Quant aux économies, pour tous les gens qui vous expliquent que on aurait dû faire des économies, on fait pas des économies importantes, sauf celles dont je viens de parler, qui sont en réalité des sortes de taxations déguisées. On fait pas des économies en 2 mois de façon importante, mais c'est impossible. Il y a pas une organisation d'ailleurs qui quand elle se restructure ne commence pas par dépenser pour se restructurer. Donc il faut faire ce qu'on appelle des réformes structurelles. Et on n'est jamais arrivé à les faire. Alors, il y a 2 choses. D'une part, on n'est jamais arrivé à les faire parce qu'on s'y prend toujours comme ça. Mais ça fait des années. Ça fait 40 ans. Ça fait des décennies. Ça fait 40 ans. C'est pour ça gauche comme à droite. Oui, à gauche comme à droite. Mais vous y étiez, vous Alors, on a fait un peu moins ça sur Sarkozy. Oui, mais c'est une réalité. Il s'est trouvé confronté à la crise de 2008. On a fait un peu moins, sauf à la fin. À la fin, où sous la pression de... Pierre Moscovici, qui était ministre des Finances et qui était sous Jospin, disait que également sous son époque, on a fait moins. Alors vous dites moins sous Sarkozy, Moscovici dit moins sous Jospin. On a fait moins de bêtises de ce genre. Oui, chacun y va de son côté, c'est ça que je veux dire. On a fait moins de bêtises de ce genre, sauf à la fin, où sous la pression de la majorité, d'une bonne partie du gouvernement et de certains milieux, on a, je me souviens, on avait demandé à Sarkozy de faire 60 milliards d'augmentation des impôts pour 2011, parce que la crise avait creusé les déficits. Bon, il a résisté autant qu'il a, puis il a fini par en lâcher 30. Puis, quand M. Hollande est arrivé, il en a fait 30 de plus. On a fait les 60. Ça s'appelle les vases communicants. Ça a retardé. Ça existe en politique aussi. Ça a retardé de 3 ans la sortie de la crise. Ça nous a coûté infiniment plus cher que si on n'avait pas fait ce prélèvement. Et moi, je me souviens de gens qui voulaient augmenter les impôts et faire un plan d'austérité en janvier 2009.
parce que la crise creusait les déficits. Voilà, c'est intelligent. Hein. Alors, je pense qu'un diagnostic qu'on doit faire de manière un peu internationale comme premier réflexe, comme première réflexion, dis-je, c'est... Dans aucun pays occidental, un gouvernement, quel qu'il soit, de gauche, de droite, libéral, conservateur, socialiste, n'est parvenu à stopper et encore moins à inverser, quelquefois à ralentir, la croissance de l'État, la croissance des fonctions de l'État, la croissance de l'administration, la croissance de la bureaucratie. Donc, tous les pays occidentaux, même sous Mme Thatcher, on a tendance à l'oublier, il y a eu un ralentissement de la croissance de l'État, mais à l'échelle de l'histoire, Mme Thatcher n'a pas renversé la taille de l'État en Grande-Bretagne. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans toutes les sociétés? Aucun gouvernement n'a trouvé la solution pour cela. Pour quelle raison? À mon avis, parce qu'on est toujours dans cette logique comme quoi il faudrait d'abord dépenser moins pour ensuite taxer moins. Donc, c'est une logique de responsabilité. Je pense qu'il faut inverser la formule. Et ça, c'est ce que, pour l'instant, on ne fait pas, mais ça traîne quand même dans la pensée économique. C'est qu'il faut surtout taxer moins pour dépenser moins. C'est-à-dire qu'on est dans une logique où l'État est toujours... ils disent, oui, un jour, je réduirai mes dépenses quand ce sera nécessaire, je réduirai les taxes quand ce sera possible. Or, il faut en fait renverser la logique parce que sinon, on est dans cette logique de croissance infinie d'un État qui spolie toujours plus de ressources, qui vampirise toujours plus de ressources et qui est incapable de faire autre chose que des coupes à la marge. Henri Guénaud. Non, mais... D'abord, ça fait des décennies que l'économie, la société vont mal. Dans tous les pays occidentaux. Bon. Et donc, plus ça va mal, et plus l'intervention de l'État est demandée, et plus elle est un besoin. Bon. Vous ne rétablirez pas les finances publiques si vous pensez que c'est en commençant par essayer de mettre de l'ordre dans les finances publiques, vous allez mettre de l'ordre dans l'économie et dans la société. C'est l'inverse. Voilà. Aujourd'hui, on a près de plus de 900 milliards de dépenses de transfert. Bon, c'est ça qui Qu'est-ce que c'est une dépense de transfert? Dépenses sociales, dépenses sociales et autres, mais pareil pour les subventions à certaines catégories, c'est de l'argent que vous prenez dans la poche des contribuables et puis vous remettez immédiatement pour transfert. Non mais de ma poche à l'administration publique. Parfois c'est vous-même, parfois c'est le même qui reçoit et qui paye. Oui, mais par la médiation d'une administration qui prend sa part. Non, mais très peu en fait. Ça dépend lesquels. Non, mais ça, on reviendra sur l'administration dans quelques minutes, si vous voulez. Mais quelques minutes, on attend aussi le résultat du vote. 20h25, il est 22, c'est dans 3 minutes. On le connaît déjà. Bon, mais écoutez, soyez pas présomptueux. Il peut y avoir. Donc, une surprise. Le problème, c'est que il faut inverser la logique. Il faut essayer de remettre de l'ordre dans l'économie et dans la société, si vous voulez pouvoir remettre de l'ordre dans les finances publiques. Lui aux haltères. Alors oui, effectivement. En l'occurrence, pour en revenir à la censure, c'est pas tellement le sujet. En fait, ça pourrait d'ailleurs être un débat sur les économies, le budget, le modèle français, le modèle occidental. En l'occurrence, c'est pas vraiment pour cette raison. J'ai l'impression que Marine Le Pen a décidé d'appuyer sur le bouton. Ça. Mais elle le fait pour des raisons politiques, parce que là, pour des raisons de calendrier. Le bras de fer, oui aussi, parce que le bras de fer avec Michel Barnier, il s'est engagé au début officiellement sur des paramètres. Alors, tant d'indexation des retraites sur l'inflation, tant de déremboursement des médicaments, tant de taxes en plus ou en moins sur l'électricité. On a bien vu au fur et à mesure de la discussion qu'en réalité, c'était pas vraiment le sujet pour Marine Le Pen. Le sujet, c'est que elle avait très envie de censurer Michel Barnier. Elle avait très envie de le censurer, de mêler ses voix à celles de la gauche pour le censurer. Et que même s'il avait lâché sur les retraites, même si c'était ça, je ne suis même pas sûr que ça l'aurait fait renoncer. Donc là, on est vraiment dans la politique, la tactique même, parce que c'est très important. Je ne crois pas que ce soit simplement un problème de tactique. Alors d'abord, puisque ce budget n'allait pas ni effacer la dette, ni redresser les dépenses publiques, pourquoi s'accrocher bec et ongle à ce budget? Et l'essentiel, c'était qu'on fasse un budget avec tout ce qu'il y avait de plus raisonnable, nécessaire, etc. Mais pas avoir l'ambition. D'où sortent les 60 milliards là, je comprends. Personne ne le sait. Donc vous seriez arrivé, vous auriez dit, de toute façon, le déficit est à 6,1, il restera à 6,1, on ne fera rien sans réforme structurelle. Donc, essayons de mettre tout le monde d'accord. Michel Barnier a été nommé, et son gouvernement aussi, pour remplir une seule mission qui est à la fois, qui peut paraître dérisoire, mais qui est énorme, assurer la continuité de l'État dans un moment où elle n'était pas garantie.
Bien. Donc d'abord, il aurait dû négocier. C'est facile de dire ça après, mais quand même, il aurait dû négocier les grandes lignes de son budget avec les partis avant. Ouais. Il était obligé. Réunir parce tout que le monde. Il était obligé. C'est pas faire la part belle au régime des partis. Il était obligé. Voilà. Et il fallait pas sacraliser ce budget. Donc lui, il a eu tort de sacraliser ce budget. Et quant à Marine Le Pen, est-ce qu'elle avait le choix au fond, quand votre base électorale, qui a compris qu'elle allait payer, elle a compris qu'elle allait payer, vous réclame une position dure, mais ça, vous êtes obligé. Il n'y a pas que les tactiques. Mais il y a quelque chose qui il n'y a pas que les tactiques d'hémicycle. Encore plus fou, je crois, dans les discours d'aujourd'hui, des derniers jours. Premier élément, on voit M. Attal, parmi d'autres, mais qui représente bien ce bloc, qui, il y a quelques semaines et quelques mois à peine, nous expliquait que le RN, c'était à ce point le mal qu'il fallait s'unir avec le NFP pour être capable de tenir à l'écart du corps national légitime les gens du RN. Et aujourd'hui, il est sanctionné par les gens qu'il a fait élire du NFP et il s'accroche à la bouée RN en disant, s'il vous plaît, soyez responsables. Mais il est traité de fasciste il y a quelques semaines à peine. Donc, est-ce qu'il demandait aux fascistes de sauver la République? Premier élément. Deuxième élément qui est assez étonnant, M. Wauquiez, qui est un homme de qualité, un homme intelligent, mais qui aujourd'hui a ressorti une logique, un discours antifa quasi de gauche classique en disant il y a l'extrême gauche et l'extrême droite qui se fédèrent ensemble contre l'intérêt général et qui reprend, dès lors, en extrême droitisant le RN, il oublie que dans quelques semaines, quelques mois, quelques années, il appartiendra à ce bloc. Est-ce une bonne idée de fasciser l'adversaire? Troisième élément, il y a, toujours dans le bloc... on pourrait dire droite qui se dit républicaine, j'ai vu quelqu'un parler d'une alliance qui aujourd'hui serait l'équivalent du pacte germano-soviétique. Ce qui Vous avez vu qui a dit ça? Une figure importante dont le nom m'échappe. La cloche sonne. La cloche sonne. Ça va pas tarder. Alexandre Chauveau va se connecter dans un instant. Deux derniers mots. Monsieur Coquerel a eu un discours au moins sincère de gauche révolutionnaire. Et finalement, Madame Le Pen aujourd'hui tenait un discours de droite libérale qui faisait le procès des dérives de l'étatisme et du fiscalisme en France. Discours qu'on exige. Les gens de la droite LR réclament ce discours du RN depuis longtemps en disant avec cela on pourra s'allier avec vous, mais quand elle tient un discours de droite libérale comme ça, on la traite comme Doriot. Ça devient fou. Bah évidemment. Ça vous fait rire, parce que ça me montre à quel point le désordre des esprits est grand. Qu'est-ce que vous voulez? On nous refait ce qu'on nous fait depuis 40 ans, le discours de la pensée unique, de la politique unique. Il y a pas d'autre politique possible. Si vous en sortez, vous êtes fou, irresponsable, conséquent. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième, si le gouvernement ne voulait pas être renversé, il y avait une solution. La solution, c'était de ne pas mettre sur la table le 49.3, d'aller au vote. Le vote aurait alors, Yael Braun-Pivet parle, excusez-moi. Oui, la Constitution, le Premier ministre doit remettre au président de la République la démission du gouvernement. Les travaux de l'Assemblée nationale sont ajournés. La séance est levée. On va retrouver tout de suite Alexandre Chauveau d'Europe 1 qui a donc suivi ce vote, Alexandre, et donc la motion de censure a été adoptée contre Michel Barnier. Oui, absolument. Alors, je n'ai pas pu entendre le décompte exact de Yael Braun-Pivet, mais ce qui est 331, voilà, il fallait 289 voix. Michel Barnier, vous l'avez compris, est donc renversé. C'est un événement en soi, puisque c'est la première fois qu'un gouvernement tombe sur une motion de censure depuis 1962. Et sans surprise, le Rassemblement national, le parti d'Éric Ciotti et le Nouveau Front populaire ont tous voté en faveur de cette motion. Conséquence, Michel Barnier n'est plus le Premier ministre et il incombe à Emmanuel Macron de nommer la responsabilité de nommer son successeur, vraisemblablement dans les prochaines 24 ou 48 heures. En tout cas, l'Assemblée nationale s'inscrit, ce soit le lieu de pouvoir sous cette mandature. On l'avait anticipé à l'issue des législatives de 2022. C'est plus que jamais le cas ce soir. Le Palais Bourbon en effervescence, vous l'imaginez, avec de très nombreux journalistes, y compris de la presse étrangère, dans l'attente des premières réactions. Ouais, on a les images de la salle des 4 colonnes qui est bondée de caméras et de micros. Merci Alexandre Chauveau pour Europe 1 en direct de l'Assemblée nationale, 20h28, 331 votes contre Michel Barnier. La censure est adoptée. Comme vient de le dire Alexandre, on est donc à la recherche d'un nouveau
Premier ministre. Et on en parle avec Henri Guénaud, avec Louis Alter et avec Mathieu Bocoté dans un petit instant sur Europe 1. À tout de suite. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. 20h32 sur Europe 1, en cette soirée historique, cette Europe 1 Soir où vous suivez un événement qui n'était pas arrivé depuis 1962. Le gouvernement Barnier renversé par 331 députés, dont bien sûr les Insoumis. La chef de file des Insoumis dit le chaos, ça n'est pas nous. Écoutez Mathilde Panot à l'instant, salle des 4 colonnes. Enfin, le gouvernement Barnier est tombé, ainsi que son budget violent. Nous savions depuis le premier jour de ce gouvernement que ce gouvernement allait tomber pour une raison toute simple. Il était une provocation au vote des Français et des Françaises fait le 7 juillet. Et c'est par notre motion, déposée par la France Insoumise et le Nouveau Front Populaire, que ce gouvernement a été renversé. Pas par celle du Rassemblement National qui, comme d'habitude, n'a servi absolument à rien, si ce n'est à nous faire perdre 2 mois, puisque nous avions présenté dès le départ, lorsque ce gouvernement illégitime avait été présenté, une motion de censure en octobre que le Rassemblement National avait refusé de voter, et il avait même voté contre la destitution du président de la République, Emmanuel Macron. Oui, Emmanuel Macron doit s'en aller, rajoute Mathilde Panot. Henri Guénaud, vous avez l'air Enfin, je veux dire, la classe politique donne un spectacle qui est absolument affligeant, mais qui reflète ce dont elle est capable. Hein. Voilà, quand on entend ça, mais c'est pareil sur tous les bancs. Hein. Vous écoutez tous les discours de cet après-midi. Voilà. Alors, la deuxième chose que je voulais dire, c'est on a accusé Madame Le Pen, que je ne défends pas particulièrement, de faire chanter le Premier ministre. Mais vous savez, dans les démocraties parlementaires où il n'y a pas de majorité, je ne céderai pas à la surenchère et au chantage, disait Michel Barnier. Mais ça, c'est dans toutes les démocraties parlementaires où il n'y a pas de majorité au Parlement, tout le monde fait chanter tout le monde. Le Parti libéral en Allemagne vient de faire chanter Monsieur Scholz, ça se traduit d'ailleurs par l'effondrement de la coalition. En Espagne, ce sont les indépendantistes catalans, et, basques et autres qui font chanter le gouvernement. En Israël, ce sont les petits partis extrémistes qui font chanter Monsieur Netanyahou. C'était le Parti libéral qui faisait chanter Madame Theresa May au moment du Brexit. Et voilà, chez nous, il se trouve que les élections ont donné un résultat dans lequel il n'y a pas de majorité parlementaire. Donc, tout le monde fait chanter tout le monde. Et la dernière chose, c'est que c'est le gouvernement qui a choisi la censure. Parce que si vous mettez le 49.3 sur la table, la seule réponse possible pour les oppositions, c'est la motion de censure. Oui, la seule arme de l'opposition, c'est la censure. Voilà, ça appelle la censure. Sinon, puisqu'on vous dit, je vous fais pas, je mets sur la table tout mon projet. Alors, soit vous même si en cas de majorité, ça marche pas la censure, parce que généralement, on est assez armé. Le 49.3 sert à deux choses. Parfois, à discipliner une majorité qui est trop étroite et qui est un peu indisciplinée, ou bien à essayer à faire le pari que lorsque les oppositions sont majoritaires, elles vont pas s'unir. Mais voilà, pour une fois, elles se sont unies, mais c'est la logique du 49.3. Si le gouvernement ne voulait pas de censure, le gouvernement devait aller au vote, le projet de budget aurait été repoussé, et on repartait à zéro avec le même gouvernement. Voilà, il n'y avait pas de quoi. Cela dit, c'est pas une catastrophe. Hein. Il faut arrêter aussi de tout dramatiser. Non, mais je dis pas que c'est une catastrophe. Je dis juste que ça n'était pas arrivé depuis 1962. Et accessoirement, Mathieu Bocoté, et comme disait Henri Guénaud pendant l'interpub, il y a eu des électeurs dans tout ça, mais on a l'impression qu'on en fait fi des électeurs. Alors, le fait est qu'un système électoral repose normalement sur une sociologie, je dirais sur des courants politiques identifiés, et le système électoral a pour vocation de les traduire pour former des majorités. Que s'est-il passé en France depuis quelques décennies, plus encore depuis quelques années? Les grandes coalitions historiques, les blocs historiques se sont fracturés. Et on est passé d'un système globalement politiquement bipolaire à un système avec tripartite aujourd'hui, avec les fameux 3 pôles dont on parle beaucoup. Et le système électoral n'est pas fait pour produire des majorités avec cela. Encore moins, j'ajouterais, en France, où la culture politique, quoi qu'on en dise, dans le langage et la rhétorique à tout le moins, demeure plus révolutionnaire que réformiste. C'est-à-dire une des raisons pour laquelle, quand on regarde ça de l'extérieur, à droite, il y a le langage de la grandeur, la nation, nous incarnons la nation, et ensuite il y a la déchéance. À gauche, de l'autre côté, il y a le monopole de la révolution, et de l'autre côté, il y a les rebuts de l'histoire qui traînent à côté de nous. Donc une culture politique réformiste est une culture politique où on accepte la légitimité de l'adversaire. La culture politique française n'est pas nécessairement taillée ainsi quand on pense avoir devant soi des fascistes. Non mais quand même, le Front républicain, par définition... Non mais ça c'est aujourd'hui. Ça remonte aux années 80, je crois. Oui, mais justement, ça fait 40 ans que... D'accord.
ça tient pas qu'au système électoral ou au système politique. Ça tient à l'état de la société. Oui, de mémoire déformée aussi. Et c'est pour ça que on retrouve ce problème dans tous les pays occidentaux. Regardez les États-Unis, regardez la Grande-Bretagne, regardez la société en Allemagne, regardez, on voit monter maintenant l'AfD, une extrême gauche bolchevique, regardez l'Espagne. Vous pouvez aller jusqu'en Corée du Sud où le président a décidé carrément la loi martiale parce qu'il n'était pas d'accord. Il y a des pays où le système électoral permet d'absorber l'opposition populiste et de la normaliser comme dans la culture de gouvernement. C'est plus le cas nulle part. C'est faux. C'est l'Italie, c'est la Suède, c'est les Pays-Bas. Non, mais objectivement, les forces qui étaient jugées infréquentables ont été normalisées par le jeu des institutions. Quand on est dans un système, dans un pays... Oui, mais Marine Le Pen ne cherche pas ça. Elle ne cherche pas ça, elle cherche une élection présidentielle. Donc elle n'est pas dans la logique de Georges Weah. Elle-même participe à cette logique d'utilisation de la parole politique. Marine Le Pen a une conception très 5e République des institutions. Donc elle veut une élection présidentielle et ça se voit de plus en plus. Justement, écoutons Marine Le Pen qui vient de réagir sur TF1 à ce qui vient de se passer. Je n'ai pas de vertige et je ne considère pas que ce soit une victoire. Je considère que nous avions un choix à faire et le choix que nous avons fait, c'est celui de protéger les Français. Monsieur Barnier avait fait 3 promesses. Il avait fait la promesse de la justice fiscale. Il a présenté un budget 40 milliards d'impôts supplémentaires. Il avait fait la promesse de la maîtrise des comptes publics. Le déficit était aggravé. Il avait fait la promesse de co-construire le budget avec les oppositions. Et il n'a pas entendu les oppositions quand il a construit son budget. Par conséquent, ce budget était toxique pour les Français. Et la seule solution digne pour ceux qui ont reçu mandat de les protéger, c'était de s'opposer à ce budget. Ça veut dire quoi? Elle a fait un coup de poker, Marine Le Pen, Henri Guénaud? Non, elle a suivi ses électeurs parce que sinon elle menaçait de s'en aller. Hein. Enfin, voilà, la vérité, c'est qu'elle a une base. C'est pas la droite de la droite sociologiquement. Non. Hein. Elle a commencé ça a commencé pour avec le Front National quand il a commencé à émerger dans le paysage politique. Il a pris les électeurs du Parti communiste. Bon, et ensuite le Front puis le Rassemblement national ont pris les couches populaires et les classes moyennes inférieures du RPR. Bon, voilà, ça c'est son socle dur et sur ce socle dur, elle ne peut pas se permettre de le perdre. Or, ce socle dur, encore une fois, il a compris qu'il allait payer. Alors on me dira, oui, mais c'était pas grand-chose, pas beaucoup. Sur l'essence pour les gilets jaunes, c'était pas grand-chose non plus, mais c'était la goutte qui faisait déborder le vase. C'est-à-dire que là, on est arrivé à un point où ceux qui payent et qui n'arrivent pas à finir leur fin de mois et qui souffrent de plus en plus, mais c'est pareil aux États-Unis. Hein, le petit blanc qui vote Trump, il est exactement dans le même état d'esprit et dans la même situation. Voilà. Donc, je pense qu'en fait, elle avait pas tellement le choix politiquement. C'est ce qu'elle dit. C'est ce qu'elle dit et on l'écoute. Et du coup, elle a voté avec LFI. On lui a beaucoup reproché. Voilà ce qu'elle dit sur ça. Ça n'est pas de gaieté de cœur. Je vais vous résumer ma pensée avec une phrase d'Henri IV. L'immense amour que je porte à la France m'a toujours tout rendu facile et honorable. J'ai trouvé facile et honorable de défendre les Français, y compris au prix, effectivement, d'être obligé d'additionner mes voix avec la France. Avec des gens que vous ne trouvez pas très honorables. C'est vous-même qui le dites. Mais bien ça ne vaut pas, ça ne vaut pas. Mais on censure le gouvernement. On censure le gouvernement et au travers de cela, on censure le budget. Pour protéger les Français, Monsieur Boulot, il n'y avait pas d'autre solution que cette solution-là. Solution à tout prix, Mathieu Bock-Côté. Alors, je crois très honnêtement qu'on va se rappeler davantage de la motion de censure que de son libellé. C'est-à-dire, le texte était de la France Insoumise. Ils l'ont écrit de telle manière à ce que le RN s'humilie lui-même en votant cette motion. Mais en ce moment, le vrai enjeu, c'est le fait que le gouvernement est tombé. C'est pas le texte exactement écrit par le NFP. Je suis pas d'accord avec vous. Moi, je pense que c'est quelques phrases sur cette collusion violente, sur le fait que le RN vote contre lui-même. Je pense que c'est des choses qu'on retrouvera et qu'on resservira dans un an, dans 5 ans, dans 10 ans. Non, je pense pas. On se souvient du texte de 62 quand tous les c'est bien, on aime le champagne, vous et moi, Monsieur Bock-Côté, donc on parie une bouteille de champagne. On va le lancer contre le RN, je crois que l'efficacité électorale de cela sera à zéro. Dans ce vote, on vote pas pour le texte, on vote pour la censure. Mais bien sûr, j'ai compris. Je suis blond, mais c'est pas non plus la peine de tirer sur l'ambulance. C'était bien pire, par exemple, la réforme des retraites, quand chacun refusait de voter la motion de l'autre, alors que 75
80% des Français ne voulaient pas de cette réforme. Et chacun se demandait s'ils étaient fous, s'ils se moquaient du monde. C'est l'objectif qui compte, en effet. Du Figaro. Marine Le Pen, en fait, elle s'explique, en fait, elle se justifie a posteriori. Il n'est pas compliqué pour elle de justifier ce geste à l'égard de ses électeurs. Et d'ailleurs, ça a toujours été sa boussole politique. C'est-à-dire que Marine Le Pen, quand elle est dans une situation de maelstrom politique comme celle-là, sa boussole, en général, c'est l'électeur d'Hénin-Beaumont. C'est l'électeur de son fief. C'est l'électeur RN du bassin minier, celle de sa génération, et non, effectivement, pas celle de Jean-Marie Le Pen, pas celui qui est à la droite de la droite, l'électeur classe populaire déclassé du bassin minier du Pas-de-Calais. Et l'électeur du bassin minier du Pas-de-Calais, effectivement, ce budget, et surtout dans sa version initiale, ne lui était pas favorable. Je vous rappelle qu'on taxait l'électricité et qu'on sous-indexait les pensions de retraite. Le problème pour elle, c'est tous les commentaires qu'on entend depuis 3 jours sur les plateaux parisiens en disant elle est irresponsable, ça ne va pas, etc. Et ça, en fait, c'est toujours la marche qui la rebute. Marine Le Pen n'aime pas la droite bourgeoise. C'est très important pour comprendre sa psychologie. Elle n'aime pas quand les commentateurs parisiens, pour ne prendre que, font des commentaires sur elle en disant elle inquiète les marchés, elle n'a pas un programme économique qui convient. Tout ça ne convient pas. Et à chaque fois, ça la rebute. Là où Jordan Bardella essaye de conquérir cet électorat, qu'ils appellent d'ailleurs un électorat de conquête, avec un discours plus droitier, sur tous les plans, sur le plan économique et puis sur le plan identitaire aussi. Marine Le Pen refuse toujours la marche parce qu'elle considère que cet électorat-là d'Hénin-Beaumont, parce que c'est l'électorat qu'elle a conquis, considère qu'il ne faut pas le lâcher. Et ça explique tout son geste. Elle pense que ce geste-là, celui de la censure, au-delà des considérations tactiques du calendrier personnel, qui est une réalité, les réquisitions contre elle, elle pense cet électorat, il faut lui parler, il ne faut pas qu'il lâche. Je rappelle juste la phrase qui est la phrase incriminée que camarade Vincent Trémollet de Villers a mis en exergue dès hier matin sur Europe 1 et dans le Figaro, alors qu'une large majorité de nos concitoyennes et concitoyens a fait le choix du barrage à l'extrême droite lors des élections législatives. Le Premier ministre a cédé à leurs plus viles obsessions avec une nouvelle loi immigration qui poursuivrait la faillite morale et politique de l'année dernière et une remise en cause de l'aide médicale d'État qui apporte humanité et dignité à ceux qui foulent notre sol et une mesure essentielle pour tous de santé publique. Voilà. C'est écrit noir sur blanc dans la censure que Marine Le Pen a voté. Mais je pense que Marine Le Pen, de son point de vue, je crois, peut dire simplement, je ne me suis pas attardé aux caprices idéologiques et aux taquineries de parlementaires adolescents. J'ai voté la censure, quelle que soit sa formulation. D'ailleurs, elle dit, je vote toutes les motions. La question sociale et celle du pouvoir d'achat sont pour beaucoup de Français bien plus importantes que toutes les autres, même s'ils placent très haut l'immigration et l'insécurité. Voilà, c'est ce que la plupart des commentateurs parisiens ne veulent pas voir. Henri Guénaud reste avec nous et Mathieu Bocoté, Louis Ozelter.